Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 7e étape de Paris-Nice, arrivée du côté d'Oron avec de la neige, comme par chez moi, et pourtant je suis pas à 1600 mètres d'altitude. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette étape. Ça a été assez rapide, hein. On n'a pas eu beaucoup tant d'animation que ça au final du côté de cette journée. On reste un petit peu même peut-être sur notre fin du côté de cette étape de Paris-Nice. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, et vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank, ça se passe dans les commentaires, je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que les vidéos sont mises en ligne. Je lis tous les commentaires. Voilà. On commence tout de suite avec cette 7e étape de Paris-Nice. Que dire de cette 7e étape de Paris-Nice? Oui, moi je reste un petit peu sur ma faim. Parce que c'est vrai que cette échappée de 15 qui a réussi à partir devant, bah, ça a un peu... Ouais, ça nous a pas donné une course si spectaculaire que ça, surtout dans la montée finale. Et on a bien senti en fait que l'étape d'hier, qui a été extrêmement dure, a fatigué énormément les organismes et que beaucoup de coureurs n'avaient plus grand-chose en fait à faire, n'avaient plus grand-chose à espérer aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Ça me rappelle l'année où Di Gregorio avait gagné l'étape du samedi. Et le dimanche, c'était, je crois, Vauclair qui s'était imposé sur l'étape de Nice. Et on avait eu des conditions effroyables. Il y avait eu Di Gregorio était même tombé. Enfin voilà, et ça avait été des conditions horribles. Et on est arrivé le samedi à Sofia Antipolis. Je sais pas si j'ai un bon souvenir. Et ça avait été des conditions catastrophiques sur la fin de course. Je crois que c'est Martin qui avait gagné cette année-là Paris-Nice. Et c'est vrai qu'il y avait tellement plus de coureurs et tellement plus de coureurs qui jouaient quelque chose qu'on n'avait pas forcément eu des dernières étapes spectaculaires. Et là, je pense que les conditions climatiques vont faire que le spectacle va pas forcément être fantastique, même si demain, normalement, les conditions climatiques devraient être bonnes. Bah, je ne sais pas si on aura du grand spectacle, parce que je pense que les coureurs sont extrêmement fatigués. Déjà, un Paris-Nice, ça fatigue pas mal, mais alors là, je pense que les coureurs sont vraiment sur la réserve, et ça risque d'être compliqué. Bon, alors cette échappée de 15 qui est sortie en fait au moment de la première côte du jour. Il y avait deux côtes au programme. Alors de la première côte du jour, c'est Anthony. Alors on avait Anthony Perez dans cette échappée avec Julien Alaphilippe, Alexandre Delettre. On avait Kellen O'Brien, Clément Isquiero, Fred White, Nelson Poles, avec également Stephen Kung, Armirai, Tarling. On avait également Storer, Schmidt, Steinhauser, Ivan Romeo, Jordan Gegat. Donc Tarling, je crois que j'ai oublié personne dans cette échappée donc qui est partie après une vingtaine de kilomètres de course sur une étape de 104. Il fallait pas lui laisser 3 minutes d'avance. Autant vous dire que les équipes qui ont laissé 3 minutes d'avance, elles ont été un petit peu stupides aujourd'hui, parce que oui, dans une étape aussi courte, 2h40 d'effort aujourd'hui, si au bout de 30 minutes tu laisses une échappée prendre 3 minutes d'avance, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 heures de course, autant te dire que pour aller les rattraper, il va falloir rouler extrêmement vite et donc utiliser beaucoup d'énergie. Sauf qu'au final, à part Nils Politt, on n'a pas vu grand monde chez UAE rouler à un fort tempo et ça a été le gros problème. On n'a jamais réussi à revenir sur cette échappée qui avait 3 minutes 10 à 60 km de l'arrivée. Non, pas 3 minutes 10, pardon. Là, je me suis trompé. C'est ce qui a été sur Tirreno, qui avait 2,40 à 53 km de l'arrivée. Et en gros, à 33 km, l'écart était à 3,10. Donc là, on savait que ça allait être très très compliqué. Alors même si l'écart a diminué à 2,05 à 15 km de l'arrivée, quand ils ont commencé la montée, ils avaient encore une 40. Et une 40, c'était trop sur une montée qui n'était pas très longue au final. C'était impossible de refaire son retard, ou soit il fallait faire un gros tempo. C'est ce qui s'est passé du côté de Tirreno Adriatico, mais l'échappée était plus petite, avec moins de très bons coureurs à l'intérieur également. Donc c'est ce qui a fait la différence. L'étape a été marquée par la chute
de Skelmose à 52 km de l'arrivée qui s'est pris un petit terre-plein central. Il faut savoir que dans ce coin-là, dans le sud de la France, vous avez un nombre d'aménagements routiers qui est assez dingue sur les routes. Je pense que ça crée même plus que de danger que de sécurité routière. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste des fois du grand n'importe quoi. Et là, par exemple, le terre-plein, il n'y a pas de panneau pour l'annoncer. C'est vraiment un tout petit trottoir. Et là, bah oui, forcément, ça allait être compliqué. Alors même si on avait mis un signaleur en amont, parce qu'on ne pouvait pas mettre un signaleur sur le terre-plein, vu que c'était un tout petit truc, hein, c'était comme si c'était un pavé autobloquant, je pense, en termes de largeur. Pour ceux qui vont souvent au Brico-Dépôt ou au Brico-Marché. Mais voilà, c'était un peu enfin, c'est un peu des catastrophes ce genre d'aménagement routier là. Et bah, les premiers sont bien passés. Et puis, en fait, il y a un équipier de la Lidl Trek qui s'est écarté très rapidement juste devant. Et Skelmose était dans la roue. Et à partir de ce moment-là, bah, il s'est pris le terre-plein. Il n'a pas pu l'éviter. Il n'a pas pu anticiper la chute. Et bah, il est tombé sur le flanc à vraiment un gros choc, hein, parce qu'en plus il est un peu parti en hauteur. Et il est tombé sur le flanc de tout son long et la tête a un peu tapé, enfin le casque a un peu tapé, mais surtout la hanche a encaissé le choc et c'est plus ça qui va être un problème. Bon, dans le final, on a eu un gros travail de Julien Alaphilippe qui s'est sacrifié, comme également Paul S qui s'est sacrifié au Callan O'Brien pour leurs leaders respectifs, c'est-à-dire Storer, Mauro Schmidt, Steinhauser. Et en gros, Storer est parti avec Mauro Schmidt et Mauro Schmidt à 2 km de l'arrivée, 2 km et demi de l'arrivée, n'a pas réussi à tenir la cadence de Michael Storer qui s'est échappé et qui s'est imposé aujourd'hui. Donc une victoire assez linéaire, j'ai envie de dire, de Storer. Il n'y a pas eu de grosses accélérations. Ça s'est fait, on va dire, à celui qui était le plus en forme à ce moment-là de la course. Donc victoire de Storer devant Schmidt et Steinhauser. Aujourd'hui, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, c'est typiquement le type d'étape où j'ai pas grand chose à dire. Parce que, en gros, ça s'est fait à la pédale. Donc il n'y a pas eu vraiment de stratégie. Et en plus, c'est une montée sèche. Donc il n'y a pas eu vraiment de gestion de l'effort auparavant. C'est un sprint. Sauf que vous avez pas le travail des équipiers en amont, enfin le placement est beaucoup moins important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de technique et de stratégie et d'analyse à faire sur ce type d'étape que sur une étape où même s'il ne s'est rien passé pendant 150 km, on a un sprint dans le final, parce que là on va avoir quand même le travail de placement, le travail des équipiers. Là, on va dire que ça a été beaucoup plus calme. Donc c'est toujours les étapes un petit peu compliquées pour moi et ça va être un peu pareil pour Tirreno. On commence avec Storer aujourd'hui, qui peut déjà saluer quand même le gros travail qu'a fait Julien Alaphilippe aujourd'hui, parce que un champion du monde qui se sacrifie pour vous, faudra quand même souligner le jour où Julien Alaphilippe prendra sa retraite, que c'est quand même un coureur qui n'a jamais hésité à se sacrifier pour les autres. Je pense notamment pour Marcel Kittel, pour Viviani également, puis d'autres sprinteurs également du côté de la Soudal Quick-Step, mais aussi voilà pour Remco Evenepoel aussi, et pour bah là Storer aujourd'hui il a fait un super boulot, ça c'est clair et net. Ça montre que la jambe est pas mal. Je pense qu'il en manque encore un petit peu, hein, mais pour les Ardennais, ça sera peut-être très intéressant et pour une période un peu plus intéressante, un peu plus tard dans l'année. Et puis il faut savoir que Julien Alaphilippe n'a jamais véritablement aimé la pluie. Donc autant vous dire que sur ce Paris-Nice, il a été servi. Donc je pense que quand même la jambe est pas si mal que ça. Mais oui, Storer, bah déjà bravo à lui parce qu'ils ont osé. Ils ont osé partir dans l'échappée. Une échappée qui a mis du temps à se former, hein, quand même une vingtaine de kilomètres. Et donc il a osé prendre l'échappée parce que d'autres coureurs n'auraient peut-être pas osé faire ça. Et puis ensuite, bah, fallait tenir dans le final, dans ces conditions-là. Mais je pense qu'eux, ils ont eu moins froid que les coureurs du peloton parce qu'ils étaient un peu plus en action. Et après, oui, bah, fallait tenir. Et puis il y avait un peu de pression sur les épaules parce que quand tu as un double champion du monde qui se dépouille pour faire le travail d'équipier, derrière faut encaisser quoi. Derrière faut réussir à faire le résultat et bah, il a réussi à faire cela parfaitement du côté de Michael Storer qui était le plus fort de cette échappée et qui fait une belle semaine.
Outre cette victoire d'étape, hein, aujourd'hui, il faut rappeler quand même que le chrono par équipe était pas dégueulasse. Hein, du côté de la Tudor, pour une équipe de deuxième division, c'était pas dégueulasse. Sur les étapes punchy, où c'est pas forcément là où il est le meilleur, hein, sur les montées très courtes, bah, il s'était accroché. Il s'était accroché également sur l'étape de montagne de mercredi, la Loge des Gardes, et il finit toujours bien ses courses. Depuis qu'il est chez Tudor, vraiment, il finit toujours très bien. Parce qu'on l'avait vu l'an dernier sur toutes les courses, normalement sur les 2-3 derniers jours, bim, il arrivait à être plus efficace. Et là, c'est encore le cas, on est en fin d'épreuve. Et il arrive à être peut-être plus frais que ses adversaires. Il a peut-être moins suivi également sur l'étape d'hier. Parce que lui, il était dans le peloton Almeida. Mais sauf qu'il n'a pas roulé dans le peloton Almeida. Donc il a peut-être beaucoup plus se cacher que certains autres coureurs. Et il s'en est très très bien sorti aujourd'hui à Michael Storer. Et là, c'est sûr que c'est très intéressant pour les invitations. Ça veut dire que la victoire arrive au bon moment pour l'invitation du côté de l'UCI. Mais bon, Uno X a aussi gagné sur Tirreno. Ça serait bien d'avoir une 23e équipe. Je pense qu'on va avoir du mal à s'en sortir s'il n'y a pas une 23e équipe au départ. Mais du côté de la Tudor, oui, ils peuvent être très contents de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et oui, ils se montrent au bon moment pour les invitations. Ils ont fait un bon Tirreno, ils font un bon Paris-Nice. Storer en plus se replace dans le classement général. Mais oui, c'est une belle journée pour Storer. Et puis il fallait oser. Il fallait oser ce matin partir dans l'échappée. D'autres ne l'ont pas fait et vont peut-être regretter ce soir en se disant j'aurais pris l'échappée, j'aurais peut-être pu aller chercher une belle victoire d'étape, mais surtout reprendre une 40, une 50. En fait, grosso modo, aujourd'hui, Storer, il a récupéré le débours de temps qu'il a chopé hier. C'est-à-dire qu'en gros, il a annulé l'effet de la bordure, Storer. Ça, c'est quand même pas mal. Donc non, bravo à lui, puis bravo encore une fois à Julien et à cette formation Tudor qui fait du bon boulot. Deuxième coureur top, Pedersen. Oui, 10e aujourd'hui, Pedersen, incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. On voit du très grand Ghana sur Tirreno, ça c'est clair et net, il fait une semaine très intéressante, on en a parlé hier notamment. Mais Pedersen, quel Paris-Nice quand même. Il s'est peut-être raté sur les sprints, mais alors le travail d'équipier pour Skelmose, impressionnant. Et puis là aujourd'hui, il fait 10e d'une étape arrivée au sommet en montagne. Alors je sais bien qu'il fait froid, mais je rappelle que de base, Pedersen c'est un sprinter. Donc si il arrive maintenant à être performant sur les étapes de montagne, Pedersen, le Poggio, ça va donc pas lui faire peur. Parce que là, c'était 7 km de montée, le Poggio, ça sera 4. C'est à peu près 4, je crois, de tête le Poggio. Donc, oui, il va falloir faire attention à Mats Pedersen, parce que je pense que le Poggio, il va être très impressionnant sur cette montée, ce qui me fait dire que pour Pogačar, ça va quand même pas être évident d'aller gagner Milan-San Remo cette année, parce que le niveau qu'a Van der Poel, qu'a Pidcock, qu'a Pedersen et d'autres qui ont aussi un niveau très intéressant, ça va être du beau spectacle dans le final de cette épreuve. Bon, on en reparlera aussi sur la vidéo de Tirreno Adriatico. Et Pedersen, il a peut-être perdu un petit peu son niveau sur le sprint, mais par contre, en montagne, il a bien progressé, en boss, il a progressé, et ces dernières années, Milan-San Remo, ça s'est pas vraiment fini avec un sprint massif. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être performant, même si l'an dernier il y a eu Philipsen, mais on est quand même sur des groupes souvent de 20 coureurs, 30 coureurs grand maximum. On en a fini des Milan-San Remo où parfois on pouvait arriver avec vraiment des sprints avec des pelotons très, très imposants. Et là, Pedersen, c'est peut-être l'année où il peut être performant. Quand on voit ce qu'a fait Matthews l'an dernier sur cette épreuve, on se dit il y a peut-être quelque chose à tenter quand même du côté de Pedersen. Mais il faudra être bien placé, et il faudra aussi qu'à un moment Lidl Trek choisisse un leader. Il faudra choisir un leader numéro 1 entre Milan et lui. Moi, je choisirais Pedersen. Voilà, Milan,
Sur la fin, oui, mais le Poggio, on ne sait pas si ça va le faire quand même du côté de Milan. Mais à un moment, il faudra choisir un leader numéro un et un coureur un peu électron libre, mais il y aura un leader numéro un dans une équipe. Et j'espère que du côté de la Lidl Trek, on choisira Pedersen parce que cette semaine de compétition a été très intéressante du côté du Danois. Et puis je termine avec un dernier coureur pour cette semaine, c'est Gall. La semaine a été dure pour Félix Gall. Hein. Il a été en difficulté dans les bordures. On sait que c'est pas son exercice de prédilection. Il a été en difficulté également sur la loge des gardes, sur l'étape punchy. Hein. C'est vrai que ça a été difficile cette semaine pour Félix Gall. C'est toujours bien d'avoir quand même une petite note positive. Là, la note positive, elle est là, du côté de Félix Gall. Il arrive à sortir, à lâcher Lenny Martinez aussi, à la régulière, à la pédale. Donc ça a dû faire du bien du côté de Félix Gall. On a vu également que, contrairement à Lenny Martinez qui s'est fait bâcher par Kreuziger notamment, c'est que lui, c'est un vrai leader. Parce que regardez comment Armirail l'engueule et lui dit « Vas-y !» dans la montée, il l'encourage. Ça montre que vous avez un vrai statut de leader dans l'équipe et que vous avez une équipe qui est tournée autour de vous. Et puis oui, je pense qu'il a fait une semaine qui n'a pas été facile parce que l'UAE Tour il tombe quand même assez violemment sur l'étape de Abu Dhabi je pense qu'il y a eu quand même des petites blessures et des petites courbatures, donc il était peut-être pas forcément au top avant d'arriver sur Spa-Nice, mais on a une belle progression, on a une belle évolution sur la semaine. Le chrono par équipe, c'était pas mal. Même dans les bordures, normalement, il aurait dû se retrouver avec Lenny Martinez. Gall, il est vraiment pas à l'aise dans ce domaine-là, donc il finit pas avec Lenny Martinez. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je dirais qu'il y a quand même des éléments positifs à retenir d'une semaine qui a été certes difficile, exigeante, mais il y a quand même un peu de positif dans cette semaine. Et tous les coureurs au départ de Spa-Nice ne pourront pas dire la même chose, donc c'est pour ça que je mets en avant Félix Gall. J'ai pas mis Jorgensen. Du côté de Jorgensen, certes il passe une journée tranquille, il se fait pas attaquer, mais il perd quand même un peu de temps par rapport à Lipovic. Donc je dirais que la journée n'est pas non plus idéale du côté de Matteo Jorgensen, le coureur de la Visma Lease Bike. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, UAE. UAE, alors c'est pas leur semaine, UAE, pas là dans les coups de bordure, chrono par équipe pas exceptionnel. En gros, à part la victoire d'Almeida en haut de la loge des gardes, c'est vrai que le reste de la semaine pour la formation Emirati a quand même été un petit peu compliqué. Là, Almeida il était pas dans un grand jour. Pas du tout dans une grande condition. Et à un moment, Pedersen est à côté de lui. Alors ça doit faire mal à la tête. C'est vrai que comme le disait Jalabert, quand tu vois un mec que tu sais qui est moins bon que toi être à ton niveau, tu te dis que t'es une merde, quoi. Tu te dis t'es pas dans un grand jour. Et c'est vrai que UAE, Almeida, ça a été compliqué. Mais de toute manière, aujourd'hui, pour moi, la UAE n'a pas tout mis en place pour renverser le classement général, pour renverser la table. Si tu veux renverser la table, tu laisses pas une échappée à 3 minutes. Tu laisses pas partir une échappée de 15 à 3 minutes. Voilà. Donc pour moi, la UAE s'est ratée en termes de stratégie. Après, ils voulaient de l'aide de d'autres équipes. En gros, il n'y avait que la Red Bull qui pouvait aider. La Visma, ça les gênait pas trop, en gros, que Storer soit devant. Parce qu'il était à 3,50. 3,50, en gros, ils savaient qu'ils avaient un peu de marge. À 3 minutes, c'était pas dangereux pour eux. Red Bull, Borans, Grohe. Bon, en gros, ça commençait à être un peu inquiétant, oui, à 3,10, 3,20, mais ils savaient que potentiellement, dans la montée, ils pouvaient refaire la cerise. Et Lipovic serait déjà très content d'avoir une deuxième place sur Paris-Nice. Ça reste un jeune coureur. Donc, même si j'aurais aimé plus, bon, tu peux quand même comprendre qu'il fasse pas qu'il essaye pas de rouler sur le plat. En gros, et après, oui, il fallait tenter un Astana en leur disant oui, mais vous allez perdre des points UCI. Fallait, je pense, mieux jouer avec Astana. Il y avait d'autres équipes où tu pouvais plus jouer.
qu'avec la Visma Lease Bike. Ils ont essayé à plusieurs reprises de jouer avec la Visma, sauf que la Visma, déjà, ils n'avaient pas l'équipe pour contrôler autant une étape. Et en gros, eux, ils ont fait les efforts hier, donc ils n'avaient pas besoin de faire le travail aujourd'hui. Il fallait que UAE arrive en nombre, sauf que je pense qu'ils ont énormément souffert sur l'étape de la veille, parce que voilà, ils se sont retrouvés à être en pleine pampa, et je pense qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie, et je suis pas sûr qu'on soit en hyper grosse forme du côté de la UAE cette semaine, mais c'est vrai que cette semaine, le collectif de cette formation n'a pas été exceptionnel. Et on peut être assez déçu. Même le collectif autour d'Ayuso sur Tirreno n'a pas été si dingue que ça. Et là, du côté de UAE, ouais, on passe à côté. Et c'est vrai qu'Almeida, je pense qu'il n'avait pas des grandes jambes aujourd'hui. On verra ce que ça donnera demain. Mais si demain, t'es pas non plus dans une grande journée, tu peux prendre très vite un éclat. Parce qu'il y aura des gros pourcentages dans le final. Et l'enchaînement des montées va faire que l'étape de demain est potentiellement l'étape reine de ce Paris-Nice plus que l'étape du jour. Et là, ça va être compliqué à gérer pour le Portugais parce que s'il n'y a plus d'essence dans le moteur, je pense que difficilement il va pouvoir se refaire la cerise. Donc, ouais, du côté de UAE, je pense qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui si on voulait renverser la table. Et je pense que de toute manière, même en faisant tout bien, Almeida était un peu limite aujourd'hui, n'avait pas des grandes jambes pour faire la différence. Bon, deuxième flop du jour, Lipovic. Pourquoi? Lipovic fait une bonne semaine, on est tous d'accord là-dessus. Il est deuxième du classement général avec l'abandon de Skelmose. Alors, est-ce que l'abandon de Skelmose a changé ses plans? C'est-à-dire que c'est vrai que d'une situation où on pouvait se bagarrer avec le Danois pour aller chercher la deuxième place, il s'est retrouvé à être deuxième et avoir une marche sur le troisième et le quatrième, et il s'est dit, au lieu d'avoir une stratégie offensive, il va plutôt avoir une stratégie défensive, et je suis déjà content de mon podium. Mais je me dis quand même, il est qu'à 37 secondes, enfin là ce soir il est à 37 secondes de Jorgensen. J'ai pas l'impression que Jorgensen aujourd'hui était exceptionnel. Bon, ça c'est mon avis personnel. Après, j'étais pas dans le peloton, mais j'ai pas l'impression que Jorgensen était exceptionnel. Quand on le voit à l'arrivée, Jorgensen, il n'arrive pas à prendre des bonifs. Lui, il prend des bonifications Lipovic. Enfin, il prend pas des bonifications, mais il prend quelques secondes plutôt à Jorgensen, parce que j'ai dit une petite bêtise même sur le classement en fin de vidéo, vous allez voir, parce qu'elle est déjà enregistrée. Mais oui, il y avait mieux à faire pour aller chercher peut-être encore plus de secondes. Quand on voit l'écart qu'il fait sur la fin, tu te dis qu'il reprend 2-3 secondes. Allez, j'espère que dimanche soir, il n'aura pas des regrets en se disant j'échoue à 2-3 secondes et que si j'avais mis plus d'énergie dans l'étape de samedi, j'aurais peut-être pu gagner Paris-Nice. J'espère qu'il n'aura pas ce regret-là, Lipovic, parce que après la semaine est intéressante, il a des bonnes jambes, mais là je me dis aujourd'hui, il aurait peut-être pu attaquer plus tôt, plus loin de l'arrivée, ça aurait peut-être pu faire la différence. Ouais. Petite déception de ce côté-là, peut-être que son équipe aurait pu rouler aussi, mais encore une fois, quelle était la stratégie du côté de cette formation? Grosse interrogation. Peut-être qu'ils ont été aussi surpris par la chute de Skelmose, que ça a un peu changé la donne dans cette formation, dans cette équipe, mais oui, petite déception pour moi du côté de Florian Lipovic. Voilà, donc on verra maintenant ce que ça donnera pour la suite. Guillaume Martin. Ouais, dure semaine pour Guillaume Martin. Sur les étapes de montagne, il n'a jamais été dans le coup. En gros, là aujourd'hui, il est vraiment distancé. Alors, il est sympathique, Guillaume Martin. Ok, il est sympathique. Bon, c'est un bon client en interview. Mais il y a un moment, on attend des résultats. Moi, je me dis quand même qu'il y a 2 ans, il était capable de faire top 10 sur un grand tour. Alors, certes, loin d'un Pogacar, mais il faisait quand même top 10. En 2023, en gros, il arrivait à faire top 10. Il y a même une année où il a fait top 10 sur 2 grands tours. Ouais. Aujourd'hui, Guillaume Martin, quand je vois ce qu'il fait sur ce Paris-Nice, je me dis absolument pas qu'il va faire top 10. Je me dis même qu'un top 15 sur un grand tour, c'est loin d'être évident du côté de Guillaume Martin. C'est un peu dommageable. C'est un coureur qui était bon, mais là, il arrive à 30 ans et j'ai l'impression que ça stagne, voire ça régresse déjà. Donc, ouais, un peu surpris. Après, Guillaume Martin,
Moi, j'ai souvent été déçu par Guillaume Martin, parce que je pense que c'est un coureur qui nous avait été un petit peu survendu. On nous disait, oui, quand il était chez Intermarché, vous allez voir, c'est une bonne pépite, c'est une belle pépite, c'est une belle pépite. Moi, je me souviens notamment d'un Grand Prix de Pouloué, parce qu'à l'époque, ça s'appelait encore Grand Prix de Pouloué. On nous disait, il avait attaqué dans la côte de Cadoual, où il était parti. Ensuite, il avait été rattrapé, hein. Mais on nous disait, oui, c'est la nouvelle pépite, c'est la nouvelle pépite. En réflexion, derrière, il a eu un petit peu de mal chez Intermarché. Chez Cofidis, ça marchait bien. Pendant très longtemps, chez Cofidis, ça marchait bien. Bon, la dernière année a été plus compliquée, mais comme l'année 2024 de la Cofidis, j'ai envie de dire, il n'a pas été plus en difficulté que d'autres. Tout le monde a été en difficulté quasiment chez Cofidis. Derrière, il part chez Groupama. Transfert, je dirais, ouais, un peu surprise. Mais en remplacement un peu de Lenny Martinez. Sauf que là, sur ce début de saison, c'est quand même extrêmement discret et je trouve quand même vraiment en retrait Guillaume Martin. Là, il est quand même très loin du top 10, sans forcément faire en plus de grosses erreurs, parce que en gros, le contre-la-montre, enfin, en faisant peut-être même moins de grosses erreurs que quand il était chez Cofidis ou Intermarché. Le chrono par équipe, il se prend pas de branlée, ils sont à la minute. Dans les bordures, bon, il est dans le groupe Almeida, donc c'est pas non plus catastrophique par rapport à ce qu'il a fait à une époque dans sa carrière, notamment chez Intermarché, où il était bien plus loin dans ces deux exercices-là. Par contre, en montagne, ça ne l'a pas fait du côté de Guillaume Martin, donc peut-être encore des petits soucis d'adaptation avec son matériel, peut-être, ou avec le fonctionnement de l'équipe qui doit marcher différemment de ce qu'il a connu à Intermarché et Cofidis. Mais pour l'instant, ouais, c'est un peu léger ce que nous propose Guillaume Martin. Et puis je termine bien entendu avec Mathias Schielmose. C'est la chute qui peut avoir des très très grosses conséquences. Alors là, il peut en vouloir à son équipier. En gros, l'organisation peut pas faire plus aujourd'hui sur ce type de danger. Il y a de la bombe, voilà. En gros, il y a un signaleur en amont. Vous avez, voilà, on peut pas mettre un signaleur dessus, c'est trop étroit. Après, je pense que c'est le genre d'aménagement routier qui est également dangereux pour les voitures, hein, parce que je me dis que les voitures, tu sais, si votre voiture est un peu large, vous tapez là-dessus, ça ne doit pas vous faire du bien dans le volant. C'est vraiment pour moi le genre d'aménagement routier où on dit oui, c'est pour faire ralentir les voitures, ça crée plus de danger qu'autre chose. Je me dis des fois au niveau de la sécurité routière en France, on crée plus de danger qu'autre chose. Et ça ralentit en plus, je ne pense absolument pas les voitures. Mais du côté de Schielmose, ouais, c'est une chute, il peut en vouloir à son équipier qui s'est écarté au dernier moment. Mais c'est une chute qui va avoir certainement des grosses conséquences parce qu'il est tombé très fort sur le flanc. Moi je pense que la hanche, alors soit il a de la chance comme Vingegaard et c'est que des contusions, mais bon, ça va être quand même des grosses contusions, donc peut-être une semaine d'arrêt, 10 jours d'arrêt. Au pire, c'est fracture du bassin, enfin fracture de la hanche ou fracture du bassin. Et là, à partir de ce moment-là, c'est plus la même donne. C'est peut-être 2 mois et demi, 3 mois avant de revenir. Donc là, 3 mois, ça vous met en juin. Donc ça vous met à la fin du Dauphiné. Là, le 15 juin, il n'y a plus que 3 mois de carrière de Romain Bardet. Autant vous dire que c'est Vuelta et ça ne sera pas Tour de France. Donc là, il va falloir du côté de Schielmose voir quels sont les dégâts, mais c'est sûr que c'est toujours dommageable. Après, c'est pas le seul, hein. Dunbar hier, c'est aussi une grosse chute. Je ne sais pas quel était le bilan pour Eddie Dunbar sur Tirreno, mais c'est une grosse chute. Bon là, Schielmose, ce qui est dommage, c'est que sur ce type d'infrastructure routière, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus de sécurité. Voilà, on va pas mettre en danger non plus les signaleurs. Il y a un moment, il y a un signaleur en amont. Est-ce qu'on peut mettre une grande banderole ou je sais pas, c'est compliqué, on était quand même à plus de 50 bornes de l'arrivée. Donc c'est compliqué de mettre ça sur... Alors je sais bien que l'étape était courte, hein, mais c'était compliqué. Là, peut-être un moment de déconcentration, hein, il y avait 2,40 à ce moment-là. Peut-être un peu de fatigue du côté de Schielmose avec le froid. Voilà, ça faisait déjà depuis 1h20, je pense que les coureurs étaient partis.
Mais oui, ça aura des conséquences importantes hein, du côté de Skelmoseux, donc dommage pour lui. On espère que voilà, qu'il n'y aura pas trop de dégâts suite à cette chute, mais forcément c'est dommageable. Allez, pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements, le classement de l'étape, donc aux 5 premières places, 5 coureurs de l'échappée, c'est pour ça qu'il y a un petit point rouge à côté de leur nom, Storer, vainqueur dont devant Mauro Schmidt, Georg Steinhauser, vous avez également Ivan Romeo, Jordan Gégat, Félix Gall donc prend la 6ème place devant Martinez, Lipovic, Champoussin, Mats Pedersen, donc deuxième coureur du peloton, et donc dans le top 10 aujourd'hui, Pat Skelmoseux, donc qui a abandonné. Du côté du maillot jaune, des changements avec donc Jorgensen toujours devant Lipovic, mais seulement 37 secondes désormais avant l'étape autour de Nice. Arensman à une 20 qui monte donc à la 3ème place, Storer 4ème. Et donc Jean Almeida qui ne gagne pas de position devant Sheffield McNulty. Champoussin également en forme sur cette semaine de compétition qui va marquer des points du côté d'Astana. Foss 9ème devant Terrada, donc les deux risquent de marquer des gros points et ça c'est pas une bonne nouvelle pour Cofidis, mais également pour la Picnic Postenel par exemple, qui fait un début de saison assez discret. Pedersen en tête pour le moment du maillot vert devant Merlier, Jorgensen, Zingley et Martinez. Et puis du côté du classement de la montagne, Gachignard toujours en tête pour un petit point, mais vu le nombre de points qu'on aura demain, il va falloir qu'il prenne l'échappée. Et je ne sais pas s'il a encore l'énergie pour prendre l'échappée devant Storer, Almeida, Delettre. Je me dis quand même qu'il aurait pu, en continuant avec Cavagna, prendre quelques points supplémentaires, ce qui n'aurait peut-être pas coûté beaucoup plus d'énergie, je pense. Mais bon, c'est pour ça que je regrettais un petit peu son choix hier. Et puis maillot blanc, eh bien c'est Lipovic, désormais devant Sheffield et Castrillo, Van Wilder 4ème, Garcia Pierna, Martinez 5 et 6, hein, là aussi l'abandon de Skelmoseux change pas mal de choses dans ce classement. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien Ineos toujours en tête avec 8,52 d'avance sur la Movistar qui passe 2ème, devant XDS Astana, Red Bull et UAE 4 et 5. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain on se retrouve donc pour l'étape numéro 8, présentation 7h, débrief dans la soirée pour le débrief de cette étape de Paris-Nice. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.